quand vous voyez finalement la montée du prix des choses, le prix des carburants, c'est des recettes de TVA qui augmentent aussi, la taxe à la En fait, mécaniquement, ça fait des recettes pour l'État. Ça fait des recettes. Et même pour parler des entrepreneurs, qu'elles soient de la distribution ou de l'industrie, l'inflation, c'est l'illusion de l'accroissement du chiffre d'affaires. Quand vous allez voir votre banquier et vous lui demandez un emprunt et que vous lui dites « je vais faire 6%, 7% d'augmentation », il est plus enclin à vous donner à vous prêter de l'argent que si vous lui dites c'est -2 ou -3. Donc il y a aujourd'hui, de manière diffuse et de manière culturelle, une population française de décideurs qui n'a jamais connu l'inflation et qui est en train de se dire que finalement, ça coûte moins cher aux finances publiques, à l'État, de laisser les entreprises augmenter leurs prix, voire augmenter leurs marges, quitte à faire un peu de chèque ciblé sur les populations les plus impactées. Et regardez bien autour de vous, c'est le discours qui est tenu. C'est extrêmement intéressant ce que vous nous dites ce matin, Michel-Édouard Leclerc. Alors, il y a sans doute chez vous aussi une stratégie d'essayer de remettre encore une fois dans ce jeu la faute sur d'autres. Mais au-delà de ça, il y a quand même cette question de se dire, est-ce que le consommateur dans cette histoire n'est pas le dindon de la farce ? Le consommateur est le dindon de la farce, parce que de toute façon, pour le consommateur, l'inflation, c'est un impôt. C'est un impôt qui n'est pas discuté au Parlement, c'est un impôt inégalitaire, c'est un impôt qui touche particulièrement ceux qui consomment, et notamment avec l'inflation alimentaire à 17%, c'est une inflation qui touche particulièrement les populations les plus pauvres, les plus démunies, les faibles revenus. Pour lesquels les dépenses alimentaires ont évidemment une proportion plus importante dans leur budget. Voilà, donc pour l'inflation, ça tape les Français, c'est vrai, c'est assurément. Mais l'inflation pour les entreprises, c'est aussi un appel d'air, c'est aussi une perspective psychologique de faire plus, de faire mieux. Et moi, je me suis rendu compte quand même dans la bataille entre Bruno Le Maire, Olivia Grégoire, qui demande la réouverture des négociations, qui demande qu'il y ait des répercussions de la baisse des marchés des matières premières sur les prix de consommation, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'écho au Parlement, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'écho au MEDEF, il n'y a pas beaucoup d'écho à la CGPME. On devrait aujourd'hui être en mode combat, tous les Français devraient être en mode combat contre l'inflation, impôt non débattu au Parlement, impôt qui tape dans l'épargne des Français. Alors cela dit, vous mentionniez à l'instant Bruno Le Maire, il a fait de la shrinkflation la nouvelle cible. Je répète pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais enfin ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on en parle et je pense que surtout on s'en est rendu compte dans les allées des supermarchés. La shrinkflation, c'est le fait de réduire le volume du produit tout en augmentant le volume du paquet. C'est-à-dire de donner l'impression qu'il y a plus pour moins de produits et donc de faire mécaniquement payer plus au kilo. C'est le fameux exemple du Kiri donné par Bruno Le Maire. Tous ceux qui achètent des Kiri se seront rendus compte que dans un petit tiroir en carton de Kiri, il y a déjà un petit morceau où il y a du carton pour donner l'illusion qu'il y a plus de carrés de Kiri et que les carrés de Kiri eux-mêmes vont faire 1 gramme de moins. Donc en effet, on a l'impression qu'on continue à en acheter autant, on en achète moins. Est-ce que vraiment c'est pour vous la cible numéro 1 aujourd'hui ? C'est pas la cible numéro 1, c'est encore marginal. C'est pendant le Covid dont je me suis aperçu que ça existait, parce que moi, honnêtement, je ne l'avais pas repéré comme étant un problème majeur. Pendant le Covid, il a manqué aux industriels un certain nombre d'ingrédients, et donc ils ont obtenu de la direction des fraudes et autres de pouvoir changer un ingrédient pour un autre. Peut-être était-il moins cher, peut-être était-ce le prétexte qu'il était moins cher. Toujours est-il que du moment que c'était écrit dessus, ça n'avait pas l'air de gêner grand monde. Aujourd'hui, effectivement, dans toutes les enseignes de distribution, et que ce soit les distributeurs ou les industriels, on voit bien que cette pratique, c'est une manière peu transparente d'essayer de faire monter le prix des produits. Et donc, je soutiens, c'est très clair, la proposition de Bruno Le Maire qui consiste à rendre obligatoire une information sur les modifications de contenants. De toute façon, dans les magasins, on est bien obligé de mettre le prix au litre et au kilo. Déjà, c'est une référence. Et il faut que tout le monde regarde bien ça, parce que c'est ça la clé de lecture du truc. Mais vous savez, on en parle dans la distribution, mais il y a aussi, parce que je réfléchissais à ça hier soir avec... je suis patron d'une école de commerce qui s'appelle Neoma. Je discutais avec des enseignants, je discutais avec d'autres enseignants d'autres écoles. Dans les cantines, on fait aussi la même chose. On a remplacé des produits qui coûtaient cher dans les menus par des produits qui coûtaient moins cher. Au lieu de mettre du lion, on met du taco. Au lieu de mettre... Donc,
ce que j'appelais pas ça la shrinkflation, mais la recherche d'ingrédients moins chers. Alors là, vous parlez de la cheapflation, je vais y venir dans un instant, mais justement, Michel-Édouard Leclerc, quand même, pour concrètement, vous dites que vous soutenez la démarche de Bruno Le Maire qui est d'informer le consommateur de manière plus lisible de ce changement de contenant et de contenu. Votre confrère Alexandre Bompard, qui est à la tête de Carrefour, s'est engagé à ce qu'il y ait désormais des étiquettes collées pour dire attention, le contenant a baissé. Est-ce que vous allez faire la même chose? C'est une bonne initiative. Alors lui, il a dit qu'il allait le faire dès lundi. Moi, je suis pas capable de le faire dès lundi, mais c'est la bonne idée. Bon, c'est pas beaucoup de produits en réalité. Hein. Non. C'est 120. Non, c'est pour ça que je vous dis donc, que c'est pas... On en parle beaucoup parce qu'effectivement, la pratique est trompeuse pour le consommateur. Mais ça détourne un tout petit peu du reste quand même, parce que c'est quand même que 120 produits sur un nombre de références qui se comptent en plusieurs dizaines de milliers. C'est pour ça que je trouve que c'est un sujet de médias, c'est un sujet qu'on peut reprendre en boucle, mais c'est pas le vrai sujet de l'inflation. Le vrai sujet de l'inflation, il est quand même de savoir aujourd'hui s'il n'y a pas une spécificité française pour les Français. Or, si vous regardez aujourd'hui qui est en Europe, qui est le plus tapé par l'inflation, c'est quand même les Français. C'est d'abord les Irlandais, ce sont d'abord les Irlandais, mais la France, on est 2 points au-dessus de la zone euro. En dessous de nous, les Italiens sont mieux lotis, les Portugais, encore mieux les Espagnols et les Pays-Bas. Vous qui avez des magasins justement et qui parfois négociez avec des confrères des autres, pays européens. Je prétends que c'est à cause de lois françaises qui ont été faites dans des périodes de déflation, avec des bonnes intentions qui étaient d'aider l'agriculture, voire des filières françaises ou le retour à des filières françaises. Mais ces lois aujourd'hui agissent comme... C'est quoi, c'est Egalim ? C'est Egalim 1, Egalim 2 et puis décrozaille. On en avait parlé ensemble. Pour le public, c'est des mots, ce sont des noms de députés ou des mots qui disent des systèmes. Au départ, l'intention, c'est d'aider l'agriculture française, de faire jouer la préférence française. Mais ça a marché. Et ça marche pour les agriculteurs. Mais derrière les petits, il y a toujours des gros. Et c'est les mêmes lois qui fonctionnent pour les grandes entreprises multinationales. Et là, je vois... Elles en ont profité. Mais énormément. Et d'ailleurs, il y a plein de rapports qui sont sortis dont on ne parle pas publiquement parce que c'est des rapports chiants à lire et avec plein de pages. Oui, mais ça veut dire quoi? Mais il y a plein de rapports qui disent... Ça veut dire que vous dites aujourd'hui, alors sur la loi Descrozaille, on a bien compris que vous étiez tous contre cette loi, ou en tout cas pour qu'elle ne s'applique que dans 1 an. Vous demandez un moratoire. La loi Descrozaille, c'est celle qui vous interdirait de faire des super promos, notamment sur les produits d'hygiène. C'était une réponse à ce qu'il y avait eu les fameux Nutella, les fameux pots de Nutella qui avaient été vendus très peu cher à l'époque. Mais la loi Egalim également, vous seriez pour qu'on la remette en cause? Est-ce que vous trouvez normal, à l'heure où industriels et distributeurs se disputent dans des querelles corporatistes pour savoir qui fait le plus de marge ou pas, est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait une loi française qui oblige les commerçants français à prendre 10% de marge minimum sur des produits alimentaires alors que l'inflation est à 17%? Mais c'est du délire. Est-ce que vous trouvez normal qu'à l'heure où les pouvoirs publics nous téléphonent pour nous dire ce serait bien, c'est les départs en vacances, si vous pouviez faire des opérations à prix coûtant pour apaiser les automobilistes, on fait des opérations à prix coûtant, mais dans le même temps, je dois limiter mes promotions sur les produits agricoles, sur les produits agroalimentaires, sur les produits d'entretien, maintenant avec la loi Descrozaille. Mais c'est du délire. Alors je voudrais comprendre les choses. Michel-Édouard Leclerc, ce matin, vous demandez à ce qu'il y ait une rouverture du débat sur la loi Egalim. Oui, je pense que d'abord, il y a un monsieur qui s'est exprimé et qui a une très grande autorité en France. Vous pourriez l'inviter. Je ne sais pas, déontologiquement, c'est pas à moi de le dire, mais c'est le président de l'autorité de la concurrence. Le président de l'autorité de la concurrence s'est exprimé par deux fois cet été, dans le Parisien et dans le Figaro. Et il a très clairement dit, d'abord, que l'autorité de la concurrence avait exprimé des opinions négatives sur des dispositions de ces lois parce qu'elles sont inflationnistes. Donc, ce n'est pas Michel-Édouard Leclerc qui vient de le dire. Ça revient à ce que vous disiez au début de cette interview, c'est-à-dire sur le fait qu'il y ait peut-être un choix politique et économique de favoriser l'inflation. Et sur la base des rapports qui montrent qu'aujourd'hui, ce sont les grandes entreprises internationales qui ont profité de ces lois, il dit, en gros, sur la base d'une bonne intention, aider l'agriculture, et il ne faut pas revenir dessus, j'insiste, je ne veux pas remettre le feu dans les campagnes, il faut continuer à aider les agriculteurs, mais il n'y a aucune raison qu'on interdise la promo sur le Coca-Cola, sur le jus d'orange, sur les produits d'hygiène, au prétexte d'aider les agriculteurs.